J'ai une question qui me trotte dans la tête depuis quelques temps et plus j'observe certains dossiers juridiques dans la musique, plus la question me paraît pertinente. Est-ce que la musique est encore l'actif principal ou est-ce que elle est en train de devenir juste l'actif d'ancrage d'un portefeuille de propriété intellectuelle? En gros, quand on investit dans un catalogue aujourd'hui, est-ce qu'on investit uniquement dans des chansons ou est-ce qu'on investit dans tout l'écosystème économique qui peut se construire autour de ces chansons? Je ne sais pas si vous avez suivi, mais il y a l'affaire autour de Life of a Showgirl de Taylor Swift, qui ressemble à un conflit de marques, avec Taylor d'un côté et une femme appelée Maren Wade, une ancienne showgirl qui affirme exploiter Confession of a Showgirl depuis des années. Mais quand on regarde le dossier de plus près, on se rend compte qu'on ne parle pas vraiment juste d'une histoire de nom, mais de quelque chose de beaucoup plus intéressant. On parle d'un territoire économique, parce qu'en fait, là, ce qui s'affronte, c'est pas juste deux marques, c'est la rencontre entre une force économique massive, mastodonte, Taylor, et une personne qui est là depuis longtemps et qui a une antériorité juridique. C'est là, je pense qu'il faut clarifier quelque chose. Beaucoup de commentaires sur l'affaire disaient, d'après ce que je voyais, que l'Office américain des marques avait refusé le dépôt de marque de Taylor Swift. Mais en fait, c'est un peu plus compliqué que ça, d'après ce que j'ai trouvé. L'Office n'a pas dit non à Taylor qu'elle n'avait pas le droit d'utiliser ce nom. En gros, ce qu'ils lui ont expliqué, c'est qu'ils ne pouvaient pas lui accorder automatiquement l'exclusivité juridique sur l'univers de la marque, tant qu'il existe juridiquement des droits antérieurs qui pourraient créer une confusion. On confond souvent la popularité et la propriété, alors que ce sont deux choses, bon, là ça fait quatre du coup, mais ce sont deux choses totalement différentes. C'est pas parce que, non plus, une demande de dépôt de marque rencontre un blocage administratif que ça veut dire que la marque en question ne peut pas être exploitée. En réalité, le droit des marques fonctionne sur deux étages, un étage administratif et un étage économique. En gros, l'administration peut compliquer l'accès à un certain type de protection, mais ça ne veut pas dire forcément qu'un juge vous empêchera d'exploiter la marque en question. Et c'est là justement que le dossier Swift est hyper intéressant en fait, parce que l'argument de Maren Wade, il repose sur une notion juridique que j'ai découvert avec le dossier, euh, la reverse confusion. Habituellement, dans un conflit de marque, le scénario est assez simple. Le petit copie le gros. Alors que ici, c'est l'inverse en fait. C'est Taylor Swift qui a copié Maren Wade. En gros, l'idée, c'est que le gros est tellement visible qu'on pense que c'est le petit qui copie, alors que c'est lui qui était là avant. Et je trouve que cette notion, elle est hyper intéressante parce qu'elle décrit parfaitement certaines dynamiques de l'économie moderne. À partir d'un certain niveau de visibilité, la taille peut devenir plus puissante que l'antériorité. Et la puissance marketing peut finir par réécrire l'histoire du marché. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer et que, justement, Maren Wade essaye de dénoncer. Autrement dit, la musique n'est plus forcément le produit final, elle devient en gros presque parfois un point d'entrée, un moteur qui alimenterait tout le reste. Et c'est exactement pour ça que je voulais vous parler de cette affaire de Taylor Swift. C'est parce qu'au fond, j'ai l'impression que le débat, c'est pas qui a le droit d'utiliser le mot showgirl ou non, mais plutôt qui contrôle la valeur économique qui peut être construite autour de cet univers et de cette marque showgirl. Et du coup, pour moi, c'est plus du tout la même question. Et il y a le cas de Drake avec Certified Lover Boy, son album avec l'emoji enceinte, qui avait pas pu être déposé par ses équipes parce qu'il y avait un groupe australien pardon, qui avait un nom trop similaire avec le titre de cet album-là. Mais malgré ça, en fait, il avait continué à faire son exploitation, à sortir du merch, etc. Parce qu'en fait, c'est pas parce qu'il y a un frein administratif qu'il y a forcément un empêchement d'exploitation économique. Parce qu'aujourd'hui, une marque insuffisamment protégée ne détruit pas forcément la valeur, mais elle peut rendre certains revenus plus difficiles à obtenir ou à aller chercher, notamment les partenariats commerciaux, le merchandising et l'exclusivité de certains usages. Mais en gros, une faiblesse dans l'architecture de la propriété d'une marque peut agir comme une décote, mais pas comme un frein réel. Je ne sais pas si vous aviez suivi à l'époque Rihanna qui avait attaqué son père parce que son père voulait lancer une marque avec le nom Fenty. En fait, ce qui s'était passé, c'était que Rihanna voulait protéger la marque Fenty pour empêcher justement la dilution de la marque et que l'actif perde de sa force. En fait, on est à un stade où Fenty est une infrastructure économique et l'enjeu n'est plus seulement une utilisation de nom, mais la protection de tout un écosystème en fait. Justement, cette affaire Rihanna-là, elle illustre pour moi parfaitement la différence entre antériorité d'un nom et propriété économique et culturelle d'un nom. Le père de Rihanna avait l'antériorité du nom, il l'avait avant elle quoi, mais c'est vraiment Rihanna qui possédait déjà juridiquement et culturellement le nom Fenty. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, Fenty, à ce stade et dans toute cette discussion-là, n'est plus seulement un nom en fait. Fenty est une infrastructure économique et c'est exactement là qu'on a vu l'évolution. Au départ, le droit aide à construire l'actif. Ensuite, une fois l'actif suffisamment puissant, le droit sert à protéger l'exclusivité de l'actif. Et donc, Drake, Taylor Swift, Rihanna racontent tous la même histoire, mais sur des aspects différents. Drake montre
qu'un titre culturel ne crée pas automatiquement un monopole, en gros. Taylor Swift rappelle que la puissance marketing n'efface pas l'antériorité. Et Rihanna, de son côté, montre qu'une marque devenue système doit être défendue en permanence. Et tout ça, en fait, ça me ramène à ma question de départ, finalement. Quand est-ce que la musique a cessé d'être l'actif principal? Parce que pendant longtemps, lorsqu'on analysait un catalogue, on regardait essentiellement les royalties, les flux, les exploitations, tout ce genre de choses. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que ça ne suffit plus. Qu'il faut aussi regarder tout ce qui gravite autour, les marques, les dépôts, les classes, la territorialité, toutes les capacités de licensing qui peuvent exister et tous les risques de dissolution ou confusion qui peuvent exister de la marque. Et je trouve que ma question est d'autant plus intéressante si on la regarde d'un point de vue français. Pourquoi? Parce que contrairement aux Américains qui sont déjà dans des modèles et depuis très longtemps de commercialisation de marques, c'est-à-dire que les artistes sont des marques et sont des célébrités, donc eux ils ont une forte propension à la, je vais inventer un mot, bouchez vos oreilles, célébritisation des artistes, alors que nous de notre côté, l'enjeu et l'asset principal et ce sur quoi repose la célébrité de nos artistes, ça va être vraiment leur musique, leur catalogue. Et je pense que justement, tout ce que j'ai l'impression d'avoir observé avec ces différents cas me donne la sensation qu'on est en train d'évoluer vers quelque chose qui irait dans le sens américain. Bon, je pense qu'on n'ira jamais jusqu'à leur extrême parce qu'on est quand même très attaché à l'artiste, à la musique, etc. Mais je pense qu'il y a un vrai enjeu et c'est aussi pour ça qu'on constate qu'il y a de plus en plus de deals marques et que les marques font de plus en plus appel aux artistes. J'ai la sensation que la question ne se limite plus aux œuvres qu'ils possèdent, mais aux univers qui sont en capacité de monétiser. Le catalogue donc reste le moteur principal et le restera en France, je pense, mais il sert du coup de socle pour élargir vers quelque chose de plus grand, de plus large. Au fond, un catalogue n'est pas seulement une collection de chansons, c'est un actif, et un actif négligé, encore beaucoup trop négligé. Et comme n'importe quel actif, il doit être compris, structuré et protégé. C'est justement l'approche que j'ai avec ma société La 9e Muse. On accompagne tous les détenteurs de droits qui veulent comprendre ce qu'ils possèdent réellement, identifier les risques invisibles, les fuites de revenus et construire des bases suffisamment solides pour créer de la valeur sur le long terme. Si vous voulez en savoir plus sur nos services, lien en description. Il faut d'abord s'assurer que les fondations sont solides et c'est souvent là que se joue la différence entre un catalogue qui génère des revenus et un catalogue qui crée réellement de la valeur et qui devient ce qu'on appelle un actif. Si vous en voulez plus sur cette notion d'actif, suivez-moi sur Instagram et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer ma prochaine vidéo.